Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vulgariser le projet de règlement genevois par rapport à l'application des nombres maximaux. La question à laquelle je vais essayer de répondre est: est-ce que le projet de règlement permet de faire respecter les nombres maximaux? Encore une fois, je suis médecin, pas juriste, cette vidéo n'est pas un conseil juridique. Si vous avez des questions précises, allez voir un spécialiste. Comme d'habitude, sa présentation peut contenir des erreurs. Je vous encourage à lire le projet de règlement pour vous faire votre propre avis. Il est par exemple disponible sur le site de la MIG. Le canton base son projet de règlement sur la disposition transitoire de l'ordonnance fédérale sur les nombres maximaux. Pour rappel, cette disposition permet au canton de partir du principe que le nombre de spécialistes qui exercent au moment de l'entrée en vigueur d'une limitation est le bon. Chaque spécialité a son propre nombre maximal, et le nombre maximal est calculé en équivalent plein temps. Par exemple, si une limite est de 10 spécialistes, il peut y en avoir 10 à 100% ou 20 à 50%. J'utilise par abus de langage le terme spécialiste en englobant chaque titre post-grade fédéral, y compris le titre de médecin praticien. Le projet de règlement genevois est composé de plusieurs articles qui reprennent les idées du droit fédéral, comme par exemple le fait que pour qu'un indépendant en cabinet puisse continuer à facturer, il faut qu'il ait obtenu son autorisation de facturation à la charge de l'AOS et qu'il ait facturé à la charge de l'AOS avant l'entrée en vigueur d'une limitation. Pour rappel, lors de la séance d'information de la MIG du 16 mai 2022, une représentante du service du médecin cantonal avait annoncé que les médecins qui feraient une demande d'autorisation AOS avant l'entrée en vigueur du règlement pourraient conserver leur autorisation même sans avoir facturé. Cette disposition, par ailleurs contraire au droit fédéral, apparaît effectivement dans le projet de règlement, mais avec une nuance importante. Contrairement à ce qui a été annoncé, seuls les spécialistes qui travaillent dans les domaines ambulatoires des hôpitaux peuvent bénéficier de cette exception. Si vous travaillez dans un domaine stationnaire, dans une institution ou que vous n'êtes pas employé lors de l'entrée en vigueur du règlement, vous ne pouvez théoriquement pas bénéficier de cette exception. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des RCC, je ne reviendrai pas non plus sur les conditions fédérales d'admission à remplir nécessaires pour demander par exemple une autorisation de facturation AOS en tant qu'indépendant en cabinet. Pour simplifier les choses, je parlerai des exceptions en dernier. Pour rappel, les nombres maximaux n'affectent que l'ambulatoire. Les spécialistes comptés dans les nombres maximaux sont ceux dans les domaines ambulatoires des hôpitaux, dans les institutions comme les SARL, et ceux indépendants en cabinet. Pour simplifier l'exemple, nous partons du principe que chaque cube représente un interniste généraliste qui travaille à plein temps. Les médecins salariés dans un hôpital ou une institution n'ont pas besoin d'une autorisation personnelle de facturation à la charge de l'AOS. Ils utilisent l'autorisation de l'hôpital ou de l'institution où ils travaillent. Ces spécialistes sont représentés en gris. Les spécialistes indépendants en cabinet, qui facturent sous leur propre nom, ont besoin d'une autorisation AOS personnelle. Ces spécialistes avec une autorisation AOS personnelle sont représentés en doré. Dans notre exemple, il y a 5 médecins dans les domaines ambulatoires des hôpitaux, 5 médecins dans les institutions et 5 médecins indépendants en cabinet. Admettons que nous sommes le 1er octobre 2022 et que le canton limite le nombre d'internistes généralistes sur tout son territoire. Le nombre maximal sera de 15 internistes généralistes en équivalent plein temps. Regardons ce que propose le projet de règlement. À partir de l'entrée en vigueur d'une limitation, chaque médecin peut continuer à travailler dans sa structure. Pour les indépendants en cabinet, il faut qu'ils aient obtenu l'autorisation AOS et facturé à la charge de l'AOS avant l'entrée en vigueur de la limitation pour continuer leur activité. Cette disposition du projet de règlement est conforme au droit fédéral. Nous aborderons plus tard le cas des exceptions prévues par le canton qui sont contraires au droit fédéral. Une fois le nombre maximal connu, le canton a prévu de faire des mises à jour annuelles en recensant les spécialistes des différents groupes. L'actualisation du nombre de spécialistes, notamment ceux partant à la retraite, sera donc au pire annuelle. Dans notre exemple, le nombre réel de spécialistes est égal au nombre maximal. Pour qu'une nouvelle autorisation de facturation à la charge de l'AOS soit attribuée, il faut que le nombre réel soit inférieur au nombre maximal selon le projet de règlement. Dans notre exemple, cette mesure permet d'empêcher qu'un nouveau spécialiste s'installe comme indépendant en cabinet. En revanche, cette mesure n'empêche pas un hôpital ou une institution déjà existant d'engager plus de spécialistes, ces derniers n'ayant pas besoin d'une autorisation AOS personnelle ou supplémentaire pour y être employés. Par contre, il ne pourrait pas y avoir de nouvelles créations d'hôpital ou d'institutions, étant donné que ces structures nécessiteraient un nouvel AOS moral à leur nom pour commencer leur activité. Dès lors, le projet de règlement ne permet plus de faire respecter les nombres maximaux, puisqu'il ne limite correctement qu'un seul des 3 groupes. Maintenant, abordons l'aspect pratique du règlement. Admettons que 2 médecins de l'hôpital et 2 médecins d'institution souhaitent ouvrir leur cabinet en tant qu'indépendants. Le canton a prévu une liste d'attente classée par date de demande. On a donc, dans l'ordre de priorité, les premiers, deuxièmes, troisièmes et 4e spécialistes. Dans cet exemple, ces spécialistes continuent d'exercer chez leur même employeur en attendant. Dès qu'une place se libère, par exemple lors de la comptabilisation de 2 départs à la retraite dans le cadre du recensement annuel, la Direction générale de la santé contactera le spécialiste qui s'est inscrit en premier pour lui proposer une autorisation de facturation AOS. S'il la décline, il sera supprimé de la liste. S'il l'accepte, il recevra son autorisation
AOS. Pour cet exemple, le premier décline et perd donc son inscription. Le deuxième accepte et le troisième accepte. Le quatrième médecin est encore sur la liste d'attente, mais il est maintenant en tête de liste. Si celui qui a refusé en premier souhaite à nouveau faire une demande d'autorisation, il sera dernier sur la liste. Pour les deux médecins qui ont obtenu leur autorisation AOS indépendante, ils ont maintenant 6 mois pour s'installer chacun dans leur cabinet et facturer comme indépendants. Dans notre exemple, le premier a respecté ce délai, il garde son autorisation AOS et peut continuer à exercer comme indépendant en cabinet. Le deuxième n'a pas respecté ce délai, il perd son autorisation AOS. A noter que le canton a prévu des exceptions qui peuvent prolonger ce délai d'installation et facturation, comme dans le cas d'une maladie. Maintenant, abordons une faille de ce projet de règlement. Pour rappel, le recensement est annuel et nominatif. Lorsque le spécialiste prouve qu'il s'est installé en ville, le canton sait que le spécialiste a quitté le domaine ambulatoire de son hôpital et qu'il s'est installé en cabinet, comme indépendant. Le nombre réel de spécialistes et le nombre connu par le canton est donc le même et est toujours de 13. Étant donné que ce nombre est toujours inférieur au nombre maximal, rien n'interdit aux deux médecins sur liste d'attente de recevoir une autorisation AOS. Ils pourraient alors s'installer sans problème dans les 6 mois. Si deux autres médecins souhaitaient faire une demande d'autorisation AOS, ce serait théoriquement possible. Nous serions toujours à 13 médecins au total, donc sous le nombre maximal. Par contre, si deux spécialistes d'un domaine stationnaire d'un hôpital ou d'un autre canton obtiennent une autorisation et s'installent, ils seraient bien comptabilisés comme spécialistes supplémentaires, étant donné qu'ils seraient nouveaux dans les listes du canton. À partir de ce moment-là, le nombre maximal serait atteint et aucune nouvelle autorisation AOS ne pourrait être donnée. Par contre, rien dans le projet de règlement n'interdit aux médecins avec leur autorisation AOS de s'installer, ni aux hôpitaux et aux institutions de remplacer les spécialistes partis. En une année, on pourrait avoir 5 spécialistes indépendants en cabinet supplémentaire et dépasser le nombre maximal de 5 sans avoir enfreint le projet de règlement. Ce projet de règlement n'est donc pas en mesure de faire respecter la disposition transitoire de l'ordonnance fédérale des nombres maximaux sur laquelle il se base. Un autre problème créé par cette situation apparaît l'année suivante. Si un spécialiste en cabinet part à la retraite, il ne pourrait pas être remplacé car le nombre maximal est atteint. On peut se demander en quoi cette situation serait problématique, étant donné que le nombre d'indépendants en cabinet est à 9, soit 4 de plus qu'au début. Le problème pourrait être purement géographique. Si les nouveaux médecins se sont installés sur la rive gauche, et que le médecin partant à la retraite était installé sur la rive droite, cela créerait une disparité géographique. Dans ce cas, il faudrait par exemple que le canton abroge les nombres maximaux pour permettre à un nouveau spécialiste de s'installer sur la rive droite. Une autre option serait de n'appliquer les nombres maximaux que sur une partie du canton. Ces deux solutions sont a priori intégrées au projet de règlement. Maintenant, parlons de l'exception que prévoit le projet de règlement et qui est contraire au droit fédéral. Le projet de règlement indique qu'une autorisation de facturation AOS demandée par un spécialiste qui travaille dans le domaine ambulatoire d'un hôpital avant l'entrée en vigueur du projet de règlement est valide sans limite de temps. Pour tous les spécialistes qui ne travaillent pas dans le domaine ambulatoire d'un hôpital, il faudra avoir obtenu l'autorisation AOS et avoir facturé la charge de l'AOS avant l'entrée en vigueur d'une limitation pour pouvoir garder son autorisation. En sachant que le canton pourra par exemple demander une preuve de l'existence d'un cabinet au nom du spécialiste. Étant donné que le projet de règlement demande aux hôpitaux de leur préciser quels spécialistes travaillent dans leur domaine ambulatoire, le tri pourrait être effectué de cette façon. Revenons à l'état initial pour illustrer cette exception. Admettons que ces 3 médecins ont obtenu cette autorisation AOS exceptionnelle. Nous les représentons en doré. Rien dans le projet de règlement ne leur interdit de s'installer en tant qu'indépendants, et rien n'interdit à un hôpital d'engager des médecins supplémentaires dans son domaine ambulatoire. S'ils sont remplacés, il y aura donc déjà 3 médecins en trop sur le canton, ce qui ne devrait pas être possible. Je n'illustrerai pas d'autres exemples. Concernant cette exception, il faut simplement imaginer que le nombre réel de médecins peut être augmenté de 3 en tout temps avec ces exceptions. Revenons à l'état initial et parlons maintenant des institutions. Le projet de règlement est clair pour les médecins qui souhaitent s'installer en cabinet en tant qu'indépendants. Par contre, il y a un point flou, la création d'institutions. Admettons que 2 médecins souhaitent ouvrir un cabinet de groupe sous la forme d'une SARL et y travailler comme salariés. Dans ce cas, c'est la SARL qui doit faire la demande d'autorisation de facturation AOS en tant que personne morale, étant donné que c'est l'institution elle-même qui est considérée comme fournisseur de prestations. Déjà, pour étayer cette information, allons regarder les sources fédérales. Prenons par exemple la FAQ de l'OFSP. Dans cette FAQ, il est indiqué la chose suivante. Une institution de soins ambulatoires dispensée par des médecins au sens de l'article 35 alinéa 2 lettre N Lamal doit être une personne morale dotée en tant que telle de la personnalité juridique. Les médecins qu'elle emploie ne sont pas ici des fournisseurs de prestations au sens de la Lamal. Ils peuvent certes fournir des prestations au sein de l'institution concernée dans le cadre des rapports de travail qu'ils entretiennent avec elle, mais le fournisseur de prestations responsable et habilité à facturer demeure l'institution en tant que personne morale. Plus loin, on peut lire « Les médecins qui travaillent au sein d'une institution au sens de l'article 35 alinéa 2 lettre N Lamal ne sont ainsi pas admis à facturer à la charge de l'AOS. » Ce qui est logique, puisque c'est la SARL elle-même qui est admise, pas les médecins qui travaillent dedans. C'est la SARL qui est le fournisseur de prestations.
Le problème, c'est que le projet de règlement semble avoir oublié que les institutions peuvent demander une autorisation AOS à leur nom. Regardons le projet de règlement genevois. Si on regarde l'article 7, l'alinéa 1 reste large sur les autorisations AOS qu'il limite et peut donc concerner les institutions. Si un nombre maximal est atteint, une institution n'aurait pas non plus le droit de demander une autorisation AOS. Le problème est plus loin, dans l'article qui traite de l'expiration de l'autorisation AOS. Cet article indique que pour éviter que l'autorisation de facturation expire, il faut que le médecin facture. Dans le cas de la SARL de nos deux médecins, c'est la SARL elle-même qui fera usage de l'autorisation de facturation, pas les deux médecins. Cet article ne permettrait donc pas sous cette forme à une autorisation délivrée à une SARL de persister plus que 6 mois. Pour que ce texte soit adapté à leur SARL, il faudrait par exemple remplacer le médecin par le fournisseur de prestations. Ce terme serait alors adapté aux institutions, aux médecins indépendants et aux hôpitaux. On revoit ça plus tard lorsque le texte mentionne les justificatifs qui peuvent être demandés pour conserver son autorisation AOS. L'article mentionne un médecin, son propre cabinet, son propre nom et sa propre responsabilité. D'un autre exemple, le cabinet serait au nom de la SARL en tant que personnalité juridique, et c'est aussi la SARL qui serait responsable de l'émission des factures. Cet article n'est donc pas non plus adapté aux SARL. A priori, le projet de règlement semble avoir oublié la possibilité de création d'une institution en tant que fournisseur de prestations. Maintenant, il reste quelques points flous dans le règlement, par exemple la définition d'une admission. Au départ, le projet de règlement indique vouloir limiter le nombre de médecins, ce qui rejoint la logique des nombres maximaux. Plus tard, l'article 4 précise qu'il compte bien les médecins de nos 3 groupes de médecins ambulatoires, à savoir ceux en cabinet, ceux en institution et ceux dans les domaines ambulatoires des hôpitaux. C'est à l'article 7 que le sens de l'admission devient plus flou. Le titre de l'article est « Limitation de l'admission ». On mentionne ici l'admission au singulier comme n'étant qu'une seule chose. Quand on regarde les deux alinéas, le premier reprend le terme « admission » en indiquant qu'il s'agit de l'admission à facturer à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Pour rappel, dans un hôpital par exemple, il peut y avoir une autorisation AOS pour 50 spécialistes salariés. On s'éloigne alors du postulat que l'admission correspond à un médecin. Par contre, l'alinéa suivant du même article mentionne l'admission sans préciser s'il s'agit d'une limitation du nombre de médecins, qu'ils soient indépendants en cabinet, dans une institution ou dans un domaine ambulatoire d'hôpital, ou s'il s'agit d'une limitation du nombre d'autorisations de facturation AOS. Finalement, dans son dernier article sur les exceptions, le projet de règlement mentionne les admissions dans un sens qui, étant donné les formulaires actuels proposés par la Direction Générale de la Santé, semble concerner les autorisations de facturation à la charge de l'AOS. Nous avons donc un projet de règlement qui définit parfois les admissions comme un médecin physique, parfois comme une autorisation de facturation à la charge de l'AOS, ce qui n'est pas la même chose. Il reste un point à aborder. Le projet de règlement définit ce que sont les nombres maximaux. Mais concrètement, est-ce que un ou plusieurs domaines de spécialité seront limités dès l'entrée en vigueur du projet de règlement? Et est-ce qu'il est clairement indiqué quelque part que les nombres maximaux ne doivent pas être dépassés? Cette réponse est apportée par l'article 7 du projet de règlement. La seule chose que ce premier alinéa limite, c'est le nombre d'autorisations de facturation, pas le nombre de médecins. Pour l'instant, pas de possibilité de respecter les nombres maximaux. Le deuxième alinéa indique que la Direction Générale peut décider de ne pas appliquer momentanément de limitation d'admission dans un ou plusieurs domaines de spécialisation ou dans un périmètre géographique du canton. Cet alinéa pourrait être en accord avec les nombres maximaux, mais le problème est que l'alinéa précédent définit que la limitation concerne les autorisations AOS, pas le nombre de médecins. On se retrouve alors avec un projet de règlement qui limite uniquement le nombre d'autorisations AOS, mais en utilisant les nombres maximaux, à savoir tous les médecins physiques en ambulatoire. Une hypothèse serait que le projet de règlement considère qu'une autorisation AOS correspond toujours à un spécialiste, ce qui n'est pas le cas comme nous l'avons vu plus tôt. Je le rappelle, s'il y a 5 spécialistes salariés dans le domaine ambulatoire d'un hôpital et 5 spécialistes salariés dans une institution, il y aura donc 10 spécialistes au total mais seulement 2 autorisations AOS, une pour l'hôpital et une pour l'institution. Le projet de règlement se base donc possiblement sur le postulat erroné que une autorisation AOS équivaut toujours à un spécialiste. En conclusion, le projet de règlement ne permet a priori pas dans sa forme actuelle de faire respecter les nombres maximaux. Il présente également des lacunes, notamment au niveau de la réglementation des autorisations AOS pour les institutions. Il contient par contre des systèmes comme les listes d'attente ou la vérification qu'une autorisation AOS soit réellement utilisée. Le projet de règlement prévoit également une commission quadripartite, avec un rôle d'observateur et de conseiller que je n'aborderai pas aujourd'hui. Le droit fédéral n'oblige les cantons à appliquer une limitation qu'à partir du 1er juillet 2023. Ce délai pourrait être utilisé pour optimiser ce projet de règlement afin qu'il corresponde réellement à la disposition transitoire de l'ordonnance fédérale sur les nombres maximaux. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, et à bientôt!